Aujourd'hui, je vais te parler des influences d'Apollinaire qui l'ont inspiré pour écrire son recueil Alcool. Alors déjà, il y a quelque chose de paradoxal à parler d'influence parce que Apollinaire, il se définit faisant partie de la modernité et la modernité, il la définit comme une rupture perpétuelle avec le passé, donc avec la tradition poétique. Et donc on imagine mal qu'il y ait des influences qui pèsent sur Apollinaire. Mais en fait, il faut considérer qu'Apollinaire, il va s'inspirer de la poésie traditionnelle, de la tradition poétique, et aussi des mouvements de son époque ou qui viennent juste avant, pour justement jouer avec ces codes, prendre de la distance avec ces codes et même les détourner. Et donc c'est important de comprendre ces influences pour venir un petit peu gratter sous la couche de nouveauté, ce qu'il y a en fait derrière l'écriture d'Apollinaire. Premièrement, je vais commencer avec les formes fixes, donc un peu les formes qui ont été dictées par des siècles et des siècles de tradition poétique. Première forme fixe de la tradition poétique, c'est l'alexandrin. Et Apollinaire va jouer tout au long de son recueil avec cette forme. L'alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes où il y a une coupe à la césure, c'est-à-dire à l'hémistiche. Donc il y a une forme de... L'hémistiche, ça veut dire au bout de 6 syllabes, il y a une forme d'accent, de rupture, de coupe, soit syntaxique, de sens, etc. Alors, Apollinaire, il va jouer avec l'alexandrin parce qu'on va en retrouver pas mal dans son recueil, mais aussi parce qu'il va jouer avec le E muet. Le E muet, tu sais que dans le langage courant, les E à la fin de mots, on ne les prononce pas. Mais dans la poésie, on peut les prononcer, on doit même les prononcer quand ils sont avant une consonne. Et Apollinaire, parfois, il va faire en sorte qu'on ne doive pas le prononcer pour arriver à un alexandrin. Donc on va avoir un vers de 13 syllabes, et on se rend compte que si on enlève un E qu'on prononce en poésie mais qu'on ne prononce pas dans la vraie vie, eh bien on arrive à un alexandrin. Et donc ça va rapprocher l'alexandrin de la prose, puisqu'il va imiter le langage parlé. Un exemple un peu d'alexandrin qui est une forme de jeu, c'est le tout premier vers du recueil et le tout premier vers de Zone. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Si je le prononce de manière totalement courante, j'arrive à 11 syllabes, mais dans ce premier vers, on peut trouver facilement 12 syllabes puisque à la fin tu es là de ce monde ancien. Si je fais la diérèse à ancien, donc je sépare le si du 1, eh bien j'arrive à 12 syllabes. Et c'est un jeu, pourquoi? Parce que le poète, alors qu'il est en train de remettre une forme fixe, de nous obliger même à faire une diérèse, qui est quelque chose d'assez traditionnel dans la poésie, qui rappelle même de la poésie du XVIIe siècle ici, un des vers de Racine par exemple, où Racine il aime beaucoup faire des diérèses, et bien là, pourtant, le poète est aussi en train de nous dire en même temps qu'il rejette ce monde ancien, cette tradition poétique. Et donc là, on voit bien le jeu avec la tradition poétique. Bon, première chose. Deuxième chose, il va y avoir aussi des jeux avec la rime. Notamment, il va préférer à la rime des jeux d'assonance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des mots qui riment à la fin de chaque vers, on va plutôt avoir des sons qui se répètent, des sons vocaliques, des sons de voyelles, qui vont se répéter d'un vers à l'autre, ou à l'intérieur des vers, ou à la fin des vers. Ce qui va créer une forme de musicalité et de cohérence à l'intérieur du vers, et qui va même proposer des rimes internes ou même des rapprochements de mots qu'on n'aurait pas forcément dans la poésie régulière traditionnelle. Et donc des jeux d'interprétation, on verra que ça c'est important dans la poésie d'Apollinaire. Troisième chose avec laquelle il va jouer, c'est les strophes. On va avoir des strophes très déstructurées dans un premier temps, mais qui rappellent en fait une forme de jeu avec la manière strophique d'écrire la poésie traditionnelle.
Donc déjà, dès le premier poème, qui est assez central pour comprendre ces enjeux, on va avoir une découpure très atomique du début du poème, puisque chaque strophe constitue un seul vers. On appelle ça des monostiches. Donc on a 3 vers de cette manière-là. Et ensuite, on va avoir un tercé. Donc ça rappelle un peu plus la poésie traditionnelle. Et ensuite, on va avoir des strophes de plus en plus longues qui vont rappeler plutôt des versets comme dans la Bible, c'est-à-dire des strophes très très longues qui ressemblent plus vraiment à des strophes, qui ressemblent plutôt à quelque chose de proche de la prose, d'autant plus que les vers vont s'allonger, 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 jusqu'à faire parfois plusieurs lignes, notamment à partir de pupille Christ de l'œil. On va avoir vraiment des strophes très très longues et des vers très longs qui nous font penser à des versets. Il va jouer aussi avec le vers et la régularité du vers, donc déjà avec l'alexandrin comme je te l'ai dit, mais en plus on va avoir l'utilisation du vers libre. Alors le vers libre, c'est qu'il ressemble à un vers, il commence par une majuscule et il se termine par un saut de ligne, mais il est libre dans le sens où il ne va pas être régulier, il ne va pas avoir toujours le même nombre de syllabes de vers à vers. Il va même ne suivre aucune règle de régularité parce que, par exemple, dans la poésie de Jean de La Fontaine, on va avoir des vers qui n'ont pas toujours le même nombre de syllabes, mais c'est un schéma qui va se répéter. Donc, ici, dans la poésie d'Apollinaire, on va souvent, et c'est le cas dans Zone, avoir des vers qui n'ont vraiment pas du tout la même taille d'un vers à l'autre. Et on ne peut pas trouver de schéma. C'est ça le vers libre. Le vers libre, ce qui est intéressant, c'est que parfois on peut quand même déceler à l'intérieur du vers libre des formes régulières, notamment l'octosyllabe ou des variations de l'octosyllabe. Donc il y a des clins d'œil comme ça à la forme régulière de la poésie traditionnelle. C'est le cas notamment dans la chanson du Mal-aimé. On va se retrouver avec des clins d'œil à des formes comme de la chanson médiévale qui sont plus ou moins perdues mais qui se retrouvent dans ce recueil. En plus, le vers libre fait référence au symbolisme parce que les poètes du symbolisme utilisaient déjà majoritairement le vers libre. Ce n'est pas quelque chose qu'il invente, c'est quelque chose qu'il reprend. L'autre point qui montre une forme de jeu avec les attentes du lecteur habituel à la poésie traditionnelle et une forme aussi de radicalité dans cette envie de rupture, c'est l'absence de ponctuation. Certains des poèmes ont été déjà... alors, je reprends. Alcool, c'est un recueil qui reprend des poèmes qui ont été déjà publiés. Donc, il reprend... c'est un peu une sorte de version améliorée de toute sa carrière poétique depuis le début de sa publication. Et donc, il y a certains poèmes qui ont été publiés dans une première forme avec de la ponctuation. Et si tu relis bien Alcool, il n'y a aucune ponctuation dans aucun poème. Et donc, ça veut dire qu'il a fait le choix de supprimer la ponctuation dans tout son recueil, même dans les poèmes qui avaient d'abord une ponctuation. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Déjà parce que c'est un acte de rupture, mais aussi parce que lui-même l'a jugé assez inutile dans l'écriture poétique. Il préfère jouer avec les assonances, il préfère jouer avec la longueur du vers, mais surtout ça va lui permettre de jouer avec le sens. Ça va créer une instabilité du sens, puisque le lecteur va rapprocher des mots, va créer du sens par lui-même, par sa lecture, par une interprétation. Et à chaque fois qu'il va relire le poème, il va créer un nouveau sens. Il va rapprocher des mots qu'il n'avait pas rapprochés avant. Et cela va créer une sorte de jeu. Déjà, ça va être extrêmement ludique. Mais en plus de ça, ça va créer une surprise à chaque lecture. Et là, on retrouve l'intention d'Apollinaire d'être dans la rupture, d'être dans la continuelle nouveauté. Donc ça, c'était pour les formes fixes et le jeu avec ces formes fixes.
Deuxième élément d'influence dans l'écriture, ça va être le symbolisme. Le symbolisme, c'est un mouvement littéraire de la fin du XIXe siècle qui est marqué par des bouleversements politiques très forts. Les poètes vont décider, c'est un large mot, mais décident de rejeter, sont dans une forme de rejet du monde, de la science et du progrès, et donc ils vont se replier dans l'écriture poétique. Ils créent ainsi le mythe de la figure du poète maudit, qui est rejeté par le monde et dont le génie est incompris par son siècle. Le maître mot des symbolistes, c'est la liberté, à la fois une liberté politique et une liberté personnelle qu'on va retrouver dans l'écriture du poème, notamment par le vers libre. Ils vont vraiment prendre leur distance avec les institutions. Déjà, ils vont se moquer des institutions par la satire et la parodie. C'est une manière, le détournement, c'est une manière de prendre ses distances. Et en plus, ils vont s'essayer à des formes nouvelles, comme je disais, avec le vers libre. Le symbolisme décide de ne pas faire école, il n'y a pas de règles pour entrer dans le symbolisme, il n'y a pas de manifeste du symbolisme, tout simplement, et parce que chaque poète veut écrire selon sa manière, selon ses propres règles. On va quand même retrouver des choses assez proches pour les uns et les autres. Alors pour te donner un peu des figures du symbolisme, il y a Mallarmé et puis même Baudelaire a été élevé comme figure du symbolisme, même si on ne peut pas le considérer comme faisant partie du symbolisme, à proprement parler. Autre élément constitutif du symbolisme, c'est que les poètes veulent purifier l'écriture et veulent une autonomie de la littérature. Donc ça correspond bien à un rejet du monde. Et cela se fait entendre par une esthétique de la suggestion. Je t'explique. Ils vont décider de ne pas nommer les objets. Ça permet de prendre une distance par rapport au monde, et ils vont suggérer les choses. Ils vont laisser deviner, faire deviner ce qu'ils essayent de représenter. Alors même le mot représenter pose problème du coup. Ce qui va entraîner une forme d'obscurité des poèmes, difficile de comprendre leur sens, de comprendre quelle est l'intention du poète, quel est son message, entre guillemets. Alors tout cela se fait pour une recherche d'un beau absolu. C'est ce que recherchent les poètes. Et pourquoi ils recherchent le beau, une sorte d'absolu comme ça? C'est parce que pour eux, cette recherche du beau par une purification de l'écriture poétique doit leur permettre d'atteindre la vérité, de découvrir les mystères cachés de la création du monde. Et donc, ils vont essayer de purifier leur langage au maximum pour atteindre une vérité. Purifier, ça veut dire l'extraire de la réalité du monde concret, matériel. C'est pourquoi ils vont utiliser le symbole, d'où le nom. Et le symbole, c'est en fait l'idée de partir du sensible, partir de choses concrètes pour aller vers l'idée, l'abstraction. Et donc, on va sortir les mots de leur réalité concrète. Le but, c'est donc à nouveau de s'affranchir du monde réel pour parvenir au monde des idées afin de trouver, de découvrir les réalités éternelles, ou pas les réalités justement, mais les vérités éternelles du monde. Et le poète serait alors dans ce processus une forme d'élu. Il serait le seul à réussir par sa maîtrise du langage, sa capacité à purifier le langage, il serait le seul à parvenir à une vérité sur le monde et à pouvoir la transmettre dans ses poèmes. Le problème, c'est que cette littérature a été perçue comme très froide parce qu'elle est tournée vers elle-même et puis en plus elle rejette
tout sentiment, perception, tout sensible. Et cela est parvenu à une forme de recherche assez stérile parce que finalement cette poésie est assez creuse, on ne comprend pas ce qu'elle veut dire, elle ne permet pas vraiment d'atteindre des vérités. Et donc il y a une forme d'impasse dans le processus même de la création et dans sa finalité elle-même. Et donc, elle va être remise en question et Apollinaire lui-même participe à cette remise en question du symbolisme. Alors, on peut le voir dans des poèmes comme Merlin et la vieille femme, où il réutilise un peu toutes les clichés du symbolisme, donc avec Merlin, cette atmosphère mystérieuse, ces objets dont on ne comprend pas très bien la signification, avec un message un peu secret qu'on peut entendre derrière, mais qui est peu perceptible. Il reprend vraiment toute l'atmosphère du symbolisme. Mais il en fait une sorte presque de petit conte. On va avoir la même chose dans Rosemonde, où Rosemonde, il va parler de la rose des vents. Et en fait, la rose des vents, c'est un cliché du symbolisme. Mais il y a une sorte ici de jeu de mots, parce que la rose des vents, en fait, c'est une manière très détournée de parler de l'anus. Voilà. Donc tu vois ici le jeu avec un peu les clichés du symbolisme. C'est une manière aussi de se moquer de la rose des vents qui est un symbole mais qui finalement ne veut rien dire et veut même dire quelque chose d'assez dégradant qui représente elle-même le vide, si tu vois ce que je veux dire. Bon. Donc ça c'est pour l'influence du symbolisme. Autre influence sur Apollinaire, c'est le cubisme et le futurisme. Apollinaire est un ami de Picasso et il va participer à la promotion du cubisme en France, notamment en 1913 avec l'écriture de son livre Méditation esthétique, les peintres cubistes. Et il va vraiment promouvoir dans ses récits, dans ses écrits, le cubisme. C'est probablement à lui qu'on doit que le cubisme a eu autant de succès. Cependant, on ne peut pas dire que Alcool est un recueil cubiste, même s'il en reprend quelques concepts, comme déjà l'idée de s'affranchir d'une représentation du monde très concrète. Il va reprendre aussi de l'art pictural l'importance de la couleur, de la forme, du volume, on voit avec les strophes, etc. Et on le verra encore mieux avec les calligrammes. Et il va reprendre aussi cet éclatement de la vision du monde où on va avoir un collage des différents moments, des différents espaces-temps. Mais pour mieux comprendre ça, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le thème modernité poétique dans laquelle j'explique vraiment cet éclatement et cette prise de vue un peu où il essaie dans un même temps de nous montrer plusieurs moments ou plusieurs angles de vue de la même chose, comme on le fait dans les collages du cubisme. Il s'inspire aussi du futurisme, dont la figure de Proust et Marinetti. Alors le futurisme est en rupture totale avec le passé et se projette vers l'avenir de manière assez radicale, beaucoup plus radicale qu'Apollinaire d'ailleurs, parce qu'Apollinaire il reprend quand même des éléments du passé. Et avec un éloge du monde moderne très fort, donc on va faire l'éloge des machines, de la ville, de la vitesse surtout. Et cela va permettre une grande radicalité, une grande liberté dans la poésie, avec une recherche de collision. On va essayer de se faire rencontrer des mots et des phrases pour donner des mots nouveaux. Et c'est ce que va donner par exemple l'absence de ponctuation dans Alcool d'Apollinaire. Ça va permettre de rapprocher des mots qui d'habitude ne se rapprochent jamais. Et cela va créer des interprétations nouvelles, une véritable polysémie très surprenante. Et ça, on peut le rattacher au futurisme. Voilà, j'espère que ces quelques éléments sur les influences qui ont permis à Apollinaire de créer Alcool te permettront de mieux comprendre cette œuvre et les différentes strates qu'il y a derrière. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre.
Va voir mes autres vidéos sur Apollinaire qui te permettront de mieux comprendre aussi ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo et je te souhaite de bonnes révisions pour le bac.